Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis organisons une primaire de la gauche. Vous ne participerez pas à une primaire de la gauche? Non. Je sais qu'ils seront très nombreux, très nombreux à vouloir y participer. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. Je trouve que cette démarche-là, c'est pour moi le symptôme d'une campagne d'un parti socialiste qui ne sait plus où il va. Si nous y allons diviser, nous n'avons aucune chance de gagner. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le moins qu'on puisse dire est que la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire à gauche a fait long feu, puisque 3 candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel, lui ont opposé une fin de non-recevoir. La primaire à gauche, si elle devait avoir lieu, se résumerait donc à un duel Hidalgo-Montebourg. Bref, un scénario peu crédible et surtout sans aucun effet sur le cours de la présidentielle. Un nouvel échec pour Anne Hidalgo qui fluctuant entre 3 et 5% dans les sondages, ne rassemble ni les Français, ni la gauche, et qui pose question sur le maintien de sa candidature, d'où notre premier débat. Fin de non-recevoir pour la primaire à gauche. Anne Hidalgo doit-elle se retirer de la course à la présidentielle? Et vous êtes 84,5% à dire oui. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Cette proposition de primaire sortie de nulle part, ça ne vous a pas rappelé une chanson de Starmania, le SOS d'une candidate en détresse? Alors, je ne sais pas si je peux répondre en termes de musicologie, mais c'est pas une idée qui sort tout à fait de nulle part. C'est-à-dire que vous avez cette volonté qui est affichée par certaines personnes à gauche depuis un certain temps de voir une forme de primaire qui unirait tous les candidats. Il y a des structures qui se sont montées, typiquement la primaire populaire, etc., dans lesquelles certains s'inscrivent aujourd'hui. Et c'était peut-être la principale menace pour Anne Hidalgo, qui était la menace de cette primaire populaire avec la volonté de Christiane Taubira, visiblement, de mettre les pieds dans le plat. Donc il faut voir également, il faut remettre le jeu également dans son contexte et parfois dans les calculs individuels qui tiennent ce contexte. Après, cette idée repose en grande partie aussi sur une illusion. C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui avait été faite, je crois, par Harris pour Challenge en octobre 2020, qui montrait que si jamais Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, à l'époque on ne parlait pas d'Arnaud Montebourg, fusionnaient en une seule candidature, menée par Jean-Luc Mélenchon, ça faisait 13%. Ça ne faisait pas les scores d'Anne Hidalgo, plus le score de Yannick Jadot, plus le score de Jean-Luc Mélenchon. Si on avait la même candidature unique menée par Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, ça faisait 11%. Les électeurs, en réalité, ne se déterminent pas uniquement sur le fait qu'il y aurait un candidat, etc. En réalité, vous avez une possibilité de drainer l'électorat dès lors que vous avez une candidature dynamique. Et ensuite, si jamais vous unifiez des candidatures, vous unifiez certes des appareils, mais vous n'unifiez absolument pas des électeurs. La parole aux socialistes, des vrais Boris Faure. J'ai quand même envie de défendre Anne Hidalgo, alors pas forcément par plaisir, mais par devoir, parce que la malheureuse, franchement, elle en a tellement pris sur la tête, déjà elle en prend sur la tête à Paris, et que Macron avait dit d'elle, rappelez-vous, c'est Ségolène Royal sans le talent, quoi. Eh bien, elle a au moins un talent. Particulièrement sympathique. C'est pas sympa. Elle a au moins un talent, c'est celui de la lucidité et du courage, parce qu'elle a posé sur la table une proposition. Si on n'avait pas la gauche la plus légère du monde. Avant, on disait c'est la droite la plus bête du monde. Là, c'est la plus légère. On est à 24% si on additionne les scores. Et le professeur l'a dit. On sait bien que ça marche même pas comme ça. Donc, je me dis, voilà, elle a essayé quelque chose. Maintenant, aux écologistes qui ont dit non, de prendre la main et de faire une autre proposition. Justement, on va faire réagir Benjamin Morel, pardon. Oui, alors encore une fois, le problème, si vous voulez, c'est que les militants et les électeurs à gauche aujourd'hui ne partagent pas forcément tous les mêmes valeurs. Ce qui va pousser une partie de l'électorat à voter Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément la même chose qui pousse une partie de l'électorat à voter Yannick Jadot ou à voter Anne Hidalgo. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les électeurs ne s'ajoutent pas. Donc, quand bien même les écologistes proposeraient quelque chose, une forme d'union des gauches, il n'est pas certain en réalité qu'ils récupèrent ces électeurs-là. Quand vous regardez aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, l'une des forces de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a potentiellement des réserves dans l'abstention. Aujourd'hui, les enquêtes que vous voyez, les sondages que vous voyez, sont faits sur la base de 45 à 50% d'abstention. On sait qu'il est assez peu probable au bout du compte qu'il y ait 45 à 50% d'abstention.
On tourne plutôt autour de 30% d'abstention à une présidentielle, malgré la crise démocratique. C'est encore l'élection qui draine des électeurs. Donc on va avoir traditionnellement, au mois de février-mars, des électeurs qui vont se réveiller, qui viennent plutôt des catégories populaires et dont on sait qu'ils vont aller majoritairement sur Marine Le Pen, mais aussi un peu sur Jean-Luc Mélenchon. Ces électeurs-là, en revanche, se reporteront assez peu probablement sur une candidature Hidalgo ou sur une candidature Jadot. C'est toute la difficulté aujourd'hui, cette forme de quadrature du cercle de la gauche. Si elle part divisée, eh bien elle s'émiette, elle ne passe pas le premier tour. Si jamais elle s'unit, eh bien elle perd toute une partie de l'électorat en réalité, qui ne sera pas d'accord sur le nom du champion qui l'incarnera dans le but d'unifier cette gauche. Bruno Pomar. Ouais, d'accord avec l'analyse de Benjamin Morel. Vous traitez d'une terre de gauche et socialiste, vous êtes élu dans l'autre. Ah oui, dans l'Occitanie, ouais, moi, maire du rural, maire sans étiquette, je précise. Alors on dit sans étiquette, on dit de droite, mais je suis pas du tout de droite. Mais vous me le volez de la bouche. Analyse très pertinente de Benjamin Morel, qui connaît bien le sujet. Et encore une fois, pour voir un petit peu les différences qu'il y a entre l'ensemble des acteurs de gauche, c'est une catastrophe. Et comme il le disait, les combinaisons, on peut les faire dans tous les sens, ça ne marchera pas. On peut rajouter d'ailleurs Poutou là-dessus, qui a refusé évidemment l'alliance. Nathalie Arthaud. On a moins de différence, je dirais, entre les candidats de droite, je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin Morel, entre eux, au niveau des programmes, que ceux de gauche. Ceux de gauche sont complètement, ça part dans tous les sens. C'est les gauches irréconciliables de Manuel Valls. Et puis les égos aussi. Hein. Oula, les égos, mettons une petite goutte d'égo là-dedans. Benjamin Morel, vous êtes d'accord avec notre maire de Belleflou en Occitanie, Bruno Pomar? En grande partie, si ce n'est peut-être sur les égos, non pas qu'il n'y en ait pas à gauche, mais il y en a également des très très forts à droite. Donc là, je crois que c'est partagé à peu près dans tout le spectre politique. Non, c'est vrai que vous avez des fractures qui ne sont pas que des nuances à gauche aujourd'hui, entre le différentialisme et l'universalisme, entre une primauté donnée à l'écologie, fût-ce au détriment du social, et une primauté au social et à l'industriel, fût-ce au détriment de l'écologie. Il y a des vraies fractures, du coup, qui ne clivent pas seulement des hommes politiques, mais qui clivent, et c'est plus grave pour la gauche, des électorats. Ensuite, vous avez un autre problème que n'a pas la droite. Quand vous regardez la sociologie de l'électorat de droite, c'est un électorat qui a une forte identité politique. Quand vous regardez les enquêtes sur qui se sent de gauche, qui se sent de droite, c'est un peu biaisé en réalité. C'est-à-dire que l'électorat de droite, tout bêtement, est plus âgé, en règle générale, notamment l'électorat de centre-droit. Et donc c'est un électorat qui a intérioriser une forme d'identité politique. Il va voter à droite parce qu'il a toujours voté à droite. L'électorat de gauche, qui en règle générale est quand même plus jeune, a une identité politique beaucoup plus faible. Et donc il est beaucoup plus disparate. S'il croit en une candidature qui vient de la gauche, eh bien il votera à gauche. En revanche, s'il n'y croit pas, il peut s'éparpiller, il peut voter ailleurs. Donc la gauche, si vous voulez, ne peut pas parier uniquement sur une identité, elle doit parier sur une offre politique, sur un programme politique qui peut lui permettre sur tout un tas de sujets, y compris d'être majoritaire. Prenez l'enquête IFOP de mai 2020 pour l'humanité, sur tous les sujets économiques, sur tous les sujets sociaux, la France est majoritairement à gauche. Mais la réalité, c'est qu'ensuite, dans la manière dont vous structurez l'offre, eh bien vous créez des clivages, notamment sur cette question de différentialisme, universalisme, sur le sujet migratoire, etc., qui aujourd'hui crée ce clivage et fait qu'une partie de l'électorat de gauche s'éparpille ailleurs ou on ne vote pas. Lydia Guirousse. Je suis assez d'accord avec votre analyse. C'est vrai que une partie de la France rejette ou en tout cas s'inquiète lorsqu'il y a des propositions qui sont ultralibérales, et on l'avait vu avec la campagne de François Fillon lorsqu'il était parti dans un ultralibéralisme, notamment sur la question de la suppression des fonctionnaires. Ça a eu un effet repoussoir pour beaucoup d'électeurs, y compris des gens qui étaient de droite. J'ai deux questions à vous poser. Est-ce que la gauche d'abord ne paye pas finalement son choix de suivre la stratégie Terra Nova, à savoir aller chercher les populations immigrées de banlieue et regarder plutôt les Français par communauté, par appartenance par communauté, et donc ils ont abandonné les classes populaires. Et enfin, quelle porte de sortie aujourd'hui à Anne Hidalgo, puisqu'on voit depuis des semaines qu'elle ne parvient pas à inverser cette tendance, qu'elle continue de dévisser dans les sondages. C'était peut-être une porte de sortie, cette main tendue vers les autres candidats, puisque c'est refusé. Est-ce que vous pensez qu'elle doit s'obstiner et ne pas avoir même les moyens peut-être de faire campagne, puisque sans les 5%, on n'est pas remboursé de sa campagne, ou est-ce qu'elle a d'autres options pour essayer de sortir de cette impasse ? Vraie question. Est-ce que avec l'élection du je remets une louche à ce que dit Lydia Guirousse, si on n'a pas de candidat à la présidentielle avec l'élection au suffrage universel direct, on n'existe plus, mais si on n'est pas remboursé, on n'existe plus, mais pas pour les mêmes raisons.
Alors, alors sur la première question, oui, la gauche paye une forme de stratégie Terra Nova. Regardez par exemple l'état de la gauche au Danemark aujourd'hui, qui n'a pas du tout suivi cette stratégie-là. Vous voyez que l'électorat populaire a été tenu à gauche. Donc là, il y a très clairement une stratégie qui se paye, mais qui se comprend aujourd'hui au vu de la sociologie militante de la gauche. Aujourd'hui, vous avez des militants qui sont totalement convaincus de cette stratégie-là. Et pour les appareils politiques, eh bien, surtout à gauche, il est beaucoup plus facile de faire plaisir aux militants, quitte à ce que vous perdiez des électeurs. Sur la deuxième question, c'est en effet extrêmement complexe, tout bêtement, parce que, eh bien, si jamais vous n'êtes pas présent au présidentiel, il devient très difficile de négocier des places aux législatives. Or, aujourd'hui, le vrai enjeu pour la gauche, c'est pas tant la présidentielle, je vais peut-être être un peu cruel, mais la présidentielle apparaît très difficile à gagner. C'est plutôt les législatives, parce qu'avec les législatives, ensuite, se structure un rapport de force à gauche. Et pour la suite, pour la reconstruction de la gauche, eh bien, avoir un groupe fort à l'Assemblée nationale va être un point capital. Si vous n'avez pas de candidat à la présidentielle, les gens ne votent pas pour vous aux législatives et vous êtes en position de faiblesse pour négocier avec vos partenaires. Donc là, il y a un premier enjeu. Ensuite, l'enjeu financement est évidemment essentiel, sauf que la campagne a déjà commencé en grande partie. Et si vous ne vous présentez pas, vous n'êtes pas remboursé du tout. Si vous faites plus de 5%, vous êtes remboursé de moitié du plafond. Si vous faites moins de 5%, vous êtes quand même remboursé de 800 000 euros. Donc, à choisir aujourd'hui pour les candidats, il y a un vrai arbitrage qui est également un arbitrage financier. On peut avoir la même réflexion d'ailleurs pour d'autres petits candidats, voire candidats plus importants à droite. On part au 0826 300 300, direction le Béarn. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Alors, je vous écoute, bien sûr, je vous écoute. Donc là, Anne Hidalgo, moi c'est une fois oui, une fois non. Parce que bon, tout simplement parce que le Parti Socialiste, il part en sucette comme tous les partis d'ailleurs. Déjà entre eux, ils sont pas d'accord. Donc je sais pas comment on peut s'en sortir en France avec des politiques comme ça, franchement, mais ça c'est peut-être un autre sujet qu'il faudra aborder. Qui est capable aujourd'hui de tenir la France et de la redresser si on peut la redresser, parce qu'on est vraiment très mal, vous êtes d'accord avec moi je suppose. Après, Hidalgo, non, moi je pense qu'elle doit maintenir sa candidature, parce que c'est quelqu'un qui à Paris a du poids, qui voilà. Mais justement, Dominique, vous êtes du Béarn, donc vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous croyez pas, elle est à 3% dans les sondages, et surtout elle fait des bons scores a priori dans les centres-villes, une terre socialiste comme la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie. Est-ce que je sais pas moi, Alain Rousset ou Carole Delga auraient pas été de meilleurs candidats qu'Anne Hidalgo pour le PS? Eh bien, vous faites bien de le dire, parce qu'Alain Rousset m'attire un peu plus qu'Anne Hidalgo. Mais bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, c'est... Oui, le Béarn, surtout là où je suis, la commune où je suis, les communes à côté, c'est socialiste. Oui. Et même si moi je suis pas forcément socialiste, je suis plutôt à droite, mais c'est socialiste, c'est vrai. Et chez nous ça va pas trop mal, mais c'est la France qui va mal. C'est pas forcément chez moi, chez le voisin et compagnie. Mais moi, oui. Mais je sais pas ce qui se passe là actuellement dans ces partis, dans chaque parti. Je sais pas, il y a quand même un gros souci entre eux. Dominique. On a un socialiste avec nous, Boris Faure, avant de faire réagir Benjamin Morel, qui est docteur en sciences politiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur de casting avec Anne Hidalgo? Parce que, vous voyez, dans des terres socialistes comme la Nouvelle-Aquitaine, comme l'Occitanie, on nous dit, on nous aurait mis Rousset ou Delga, c'était plus parlant que la maire de Paris. Non, quand on dirige une des plus grandes villes d'Europe et une ville au rayonnement mondial, je pense qu'on peut légitimement quand même penser qu'on peut se présenter à la présidentielle. Ensuite, moi j'ai bien aimé l'intervention de Dominique, parce qu'à la fois il dit je suis un homme de droite, mais il dit il faut qu'elle se maintienne, parce que je pense que chez l'électorat de gauche ou de droite, il y a toujours on salue toujours le courage. Et je pense que là, on a un point critique pour Anne Hidalgo. Elle est tombée effectivement assez bas parce qu'elle a beaucoup subi de critiques fondées, illégitime. Et là, à mon avis, elle peut organiser une forme de rebond pour négocier. Une remontada, mais la marque est déposée par Montebourg. Oui, là, c'est pour éviter la déculottada. Parce que ça, on peut l'avoir, la déculottada. Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Morel? Il faut faire la remontada à la place de Montebourg pour éviter la déculottada, comme disent nos vraies voix. Si vous voulez, le problème, c'est que Anne Hidalgo, je crois, aujourd'hui,
on peut le dire en toute objectivité, n'est pas forcément la meilleure candidate qu'on pourrait imaginer pour le Parti socialiste. Le problème, c'est que il n'y en avait pas d'autres. Et que le vrai il y avait Stéphane Le Foll. C'est clair. Il y avait Stéphane Le Foll, mais Stéphane Le Foll apparaissait comme une forme de contre-feu, justement, d'une partie du PS qui ne voulait pas d'Anne Hidalgo et qui surtout refusait, non pas tant Anne Hidalgo, que la ligne d'Olivier Faure. Donc, si vous voulez, le gros problème aujourd'hui, il est là. On a un parti qui est fondamentalement féodalisé. C'est-à-dire que les remarques que vous aviez tout à l'heure étaient extrêmement intéressantes. Anne Hidalgo est une candidate parfaite. Elle colle extrêmement bien à l'électorat de la ville de Paris. De même que Carole Delga colle extrêmement bien. Elle connaît son territoire, elle s'est adapté le discours du Parti socialiste au territoire en question à l'Occitanie. Donc, si vous voulez, on a un parti féodalisé dans lequel les grands élus n'ont en réalité pas vraiment de vision nationale. Ils ont une vision de leur collectivité locale qu'ils veulent continuer à gérer pour la plupart. Je doute qu'Alain Rousset ait extrêmement envie d'être candidat à la présidence de la République. Il est très heureux en tant que président de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a ce jeu-là aujourd'hui avec des grands barons qui ne visent plus tant l'Élysée, qui lorsqu'ils y vont un peu comme Anne Hidalgo, ils vont à reculons. C'est l'une des grandes différences entre le PS et la droite. À la droite, vous avez certes des grands barons, vous avez des ducs de Bourgogne, mais Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, s'ils étaient devenus ducs de Bourgogne, c'était pour devenir roi de France. En même temps, le contre-exemple, c'est Pécresse, mais qui a eu un destin auparavant national, puisqu'elle a été ministre, elle a été députée, et donc elle a un palmarès, entre guillemets. Merci beaucoup, Dominique de Lalonde, justement, dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques, et merci Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure. Verdict sur Twitter, fin de non-recevoir pour la primaire à gauche. Anne Hidalgo doit-elle se retirer de la course à la présidentielle? Vous êtes désormais 85,1% à dire oui. Ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe Rossi, les vraies voix? Ah oui. Eh ben c'est tout de suite. Monsieur le